Alors, sans plus attendre, l'analyse des faits, avec dès le début du film, le bassin du lagon qui s'ouvre pour laisser rentrer le bathyscaphe. Ok, mais le lagon n'a jamais donné sur la mer. Depuis toujours, il y a soit un lagon au centre, soit pas du tout de lagon dans le premier Jurassic Park de Steven Spielberg, et au passage, le volcan n'existait pas avant, il a fait son apparition dans cet opus-là. Mais regardons plus loin. Dans le film, on revoit le lagon à l'intérieur des terres avec le volcan plein axe. Ça veut vraiment dire qu'ils ont fait du reuse des plans 3D du premier opus de Jurassic World 1. Il n'y a pas de petites économies. Un vrai fail. Notre belle rousse est clairement derrière le méchant et malgré une petite accélération, elle se trouve au maximum à sa hauteur quand on change de plan. Et là, 3 bons mètres devant. Elle a dû jarrer, mais quand même. Bon, pour ce fail, j'ai beau refaire la scène 50 fois, je ne comprends pas comment ce couvercle ouvert comme ça peut se retrouver dans cette position. On va regarder ça au ralenti, la porte ne sort pas de la terre, non? Alors sur ce plan, ils sont franchement dans l'eau, franchement bien mouillés, les chemises collent et tout dégouline. Chris Pratt porte même une jaquette en daim de toute beauté. On voit au loin l'hélicoptère partir, et le plan suivant, tout le monde a eu le temps d'escalader la montagne, tout le monde est au sec, et où est passée la belle jaquette de Chris? Et regardez-moi ces beaux cheveux secs au vent. Alors là, avant de lancer la séquence, je vous plante le contexte. On est dans une des scènes mythiques du film, une scène digne des gendarmes de Saint-Tropez, avec dans le rôle de Louis de Funès, le méchant. Il hurle des ordres aux grouillots qui sont en bas. Il n'y a personne qui l'entend, personne qui le regarde, mais il hurle comme un possédé. T'ajoutes à ça le bruit des camions, le bruit des hélicos, les motos, le volcan qui explose. Bref, il se fait vraiment plaisir. Regardons. Par contre, sa tête vous dit vraiment rien? Allez, un indice. Le top 3 des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Non mais franchement, je suis le seul à voir que les yeux sont pas les mêmes? Ou je rêve? Alors sur ce plan, on voit Blue mal en point. Et soit dit en passant, ils font encore des économies en choisissant une copie qui fait vraiment plastique. On se croirait revenu au temps des premiers Star Wars. Donc, Blue posé sur un Clark, entouré de nombreuses personnes pas trop pressées. Puis des grues, des dinos qu'on déplace, un hélico et toujours beaucoup de stuff. Et là, Chris et le volcan donnent le go et directement, plus personne. Où est le Clark? Où sont les grues, le staff, les dinos? Alors comment ce grouillot, qu'on n'a jamais vu depuis le début du film, arrive-t-il en pleine nuit, entre plein de camions roulant à vive allure, à reconnaître nos deux héros et donner l'alerte? Pas très réaliste. Alors tu peux te payer une maison comme ça, et t'as une Rolls avec sur ta plaque ton nom de famille en abrégé, si regardez de plus près, Lock One. Et tu as encore un vieux téléphone pourri comme ça? Un téléphone fixe franchement, la loose. Là, c'est un cas un peu plus tendu. On voit le méchant avec le papy, son superbe téléphone en premier plan. Et, à côté de lui, contre sa table de nuit, sa canne avec le pommeau en ambre. Mais comment la canne peut passer de la table de nuit et tomber dans l'axe de la cheminée? Franchement, là-bas, pas très réaliste. Là, sur cette scène, on a 2 éléments troublants. La gamine est vraiment en hauteur, et une lumière, celle du phare, passe sur elle. Sur le plan suivant, elle m'a l'air d'être beaucoup plus près du sol, première erreur. Par contre, pour le phare, 2 fois dans le film on va le voir. Première fois lors de l'arrivée du bateau quand on décharge les dinos au port, mais impossible de savoir où est le manoir. Et dans une des dernières scènes, là par contre on situe le manoir, le port et le phare. Donc, mea culpa, oui c'est possible d'avoir la lumière du phare sur le manoir. Par contre ça doit être chiant d'avoir toutes les 30 secondes cette lumière dans la maison, mais bon là je m'égare. Franchement, 128 millions de dollars de gagnés, ça claque, c'est un beau montant. Mais est-ce que ce montant va couvrir l'achat du sous-marin, de l'hélico de combat et de son staff, des camions, encore du staff, encore des camions, encore... Oh, un cargo flambant neuf et 2 hélicoptères de transport. Pause. Ce sont des Boeing CH-47 Chinook à 40 millions de dollars pièce. Qu'on multiplie par 2, plus encore 40 millions pour le bateau, on est à 120 millions de dollars. Et là, je parle pas des coûts de recherche et développement pour créer cette bestiole. Et du camion et des staffs.
Donc, si tu as accès au compte du PP, pourquoi pas faire simplement un virement sur ton compte et c'est plié? Pas très réaliste, hein. Alors t'as une machine de guerre dans la cage. Un tueur, une bête qui vaut 28 millions de dollars. Et quoi? Tu l'enfermes avec un pauvre Loki comme ça? Mais c'est un système pour enfermer des lapins ou des poules, mais pas une bête comme ça. Bon, là c'est un détail vraiment pour les geeks. C'est marqué GNU. Jusque-là, ok. Mais c'est marqué aussi Linux après. Si. Alors, c'est soit Linux, soit Windows, mais pas Linux, ça n'existe pas. Alors, plus tordu encore, la commande sudo, eh bien elle existe dans les OS Unix. Par contre, le paramètre -isolate, lui, est bidon. Donc là, j'aimerais comprendre comment tu peux ouvrir toutes les cages et lâcher des reptiles, enfin des dinosaures quoi, herbivores et carnivores ensemble, confinés eux aussi, dans un mini-hall et laisser nos deux héros délibérer pendant 5 minutes pour savoir s'il faut les libérer sans que tout le monde se bouffe. Mais enfin le T-Rex il a bouffé qu'une chèvre d'ici là. Enfin tout le monde c'est en train de se serrer et d'attendre la décision des deux héros, c'est pas très réaliste hein. Ah, je te tiens mon cochon. C'est le dernier fail du film et je savais que ça allait arriver. Je le savais. Cette montre, tu la portes depuis le début du film sur le poignet droit et toujours à l'envers. Et là, à droite, encore, encore. Ah, j'arrête. Une dernière quand même. Et voilà, on est pratiquement à la fin de l'épisode, mais il reste la meilleure partie, celle de la note des acteurs. Alors, pour Chris Pratt. Bon, bonne prestation de Chris, mais il reste quand même dans sa zone de confort. Rien que pour ça, il perd un point. Puis, sérieusement, j'ai jamais vu quelqu'un tenir des jumelles comme ça. Et ça me fait de la peine. Il a vraiment l'air un peu... allez, on va le dire correctement et gentiment, il a un peu l'air simplé, non? Maintenant, au tour de l'actrice Bryce Dallas Howard. Franchement, elle était mieux dans Jurassic World 1. Mieux en businesswoman qu'en activiste évanescente de la cause animale. Elle fait beaucoup trop souvent la moue, et elle a mangé quelques donuts de trop après le premier opus, mais honnêtement ça lui va bien. Et, by the way, c'est la fille de Ron Howard, à qui on doit Apollo 13, le film Solo, Da Vinci Code, Willow et Cocoon. Ah, la grande famille du cinéma. Et maintenant, au tour de Ralph Spall. C'est le méchant numéro 1. Honnêtement, il joue pas mal du tout. Par contre, il porte vraiment trop souvent les mêmes chemises, costumes et cravates qui sont tous dans les mêmes tons. Et quelle idée de porter une bagousse pareille au petit doigt. Tiens, c'est même à cause de ça que je vais t'enlever un point, va. Bon, maintenant, au tour de Ted Levine. C'est clairement pas son plus grand rôle. Déjà, il se laisse mal parler par la geek sans jamais rien faire. Mais c'est quoi ce méchant? Et sinon, vous l'avez reconnu? Le tueur en série dans Le Silence des agneaux. Ça, c'était un rôle de méchant, ça, il le tenait bien à l'époque, Ted. Et voilà, toute bonne chose a une fin. Un grand merci de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à commenter ou, soyons fous, liker la vidéo.